En fait, si nous ne faisons pas le plein affectivement, nous sommes probablement condamnés à être autonomes, ça c'est sûr, mais par défaut. Alors que quand on est enrichi affectivement dès le départ, on devient autonome, mais avec tellement de consistance à l'intérieur qu'on ne le paye plus, on ne paye rien. Ça, c'est très culpabilisant pour un parent. Évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bienvenue, merci d'être avec nous. Voici donc une nouvelle rencontre avec cette question toute simple. Si nous avions conscience de l'origine de nos erreurs, que se passerait-il ? On éviterait peut-être de les réitérer. Ça, c'est ce que nous allons voir, parce qu'il y a la théorie, le fait de le dire comme ça dans les gros titres, et puis il y a la pratique. Comment est-ce que l'on met en pratique les choses pour ne plus être dans ces fameux schémas répétitifs ? Et nous avons le plaisir d'accueillir Véronique Salmon qui est installée sur les canapés. Bonjour Véronique. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. Merci à vous. Vous vous êtes libérée de votre passé ? J'espère. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire qu'il n'a plus d'influence sur vous ? Mais il a toujours une influence, et c'est bien normal, mais elle n'est plus toxique. Bon. C'est ça l'intérêt. Merci en tout cas pour ce bel ouvrage, parce qu'il est très intéressant, c'est une bible, et je pense que non seulement je disais qu'il y a la partie théorique, parce qu'on peut évidemment expliquer les choses, encore faut-il pouvoir mettre en pratique certains points essentiels qui vont nous permettre ensuite d'évoluer et de ne plus être dans ces schémas répétitifs. Quand on parle d'éviter les erreurs, ce sont surtout les schémas répétitifs. C'est ça, ce sont des scénarios de répétition dont on n'a pas conscience. Parce qu'il y a évidemment les choses que l'on peut reconnaître. Oh, je me suis encore fait larguer. Oh, j'aime pas mon patron, c'est toujours la même chose. Je suis pas bien dans mon boulot. On voit bien, on entend bien la litanie des gens. En fait, moi je suis psychanalyste et quand les gens viennent à mon cabinet, ils parlent bien de leur présent un peu nébuleux, tumultueux, confus, désagréable. Et dans le fil de la thérapie, ils me parlent aussi de leur enfance, un peu confuse, nébuleuse. Puis surtout, ils font pas le rapprochement qu'il s'agit en fait de deux illustrations d'un même processus. Et c'est moi qui leur propose ce rapprochement-là. Et ils n'en avaient pas conscience. Donc ça veut dire que les gens viennent en disant « Jamais je ne ferai à mes enfants ce qu'on m'a fait », et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Et quand dans le cours de la thérapie, ils se rendent compte de ça, d'abord ils sont atterrés, et ensuite ils disent « Mais maintenant, ça me donne une piste ». Eh oui. Voilà, alors, Véronique Salmon, c'est un nom qui vous dit quelque chose inévitablement si vous avez écouté la radio pendant de longues années. Vous êtes journaliste. J'ai pas dit ex-journaliste parce que je pense que vous l'êtes toujours dans l'âme. Toujours. Et alors, ce qui est très intéressant, Véronique, c'est que vous expliquez que la rigueur journalistique est essentielle dans votre parcours, en tout cas de votre accompagnement de psychanalyste. Absolument. En fait, on cherche les faits, rien que les faits. Donc, on va objectiver une situation plutôt que de se contenter d'un propos un peu confus chez la personne. On dit oui, mais c'est comment exactement ? Par exemple, on n'était pas très à l'aise à table quand on mangeait. C'était comment exactement le repas ? Comment vous étiez à table ? En fait, moi, j'étais pas souvent à table, j'étais souvent par terre. Comment ça, par terre ? Vous voyez, ça ne sert à rien d'être très vague. Il faut aller dans le détail de la vie quotidienne. On m'a surnommé la psychanalyste du quotidien parce que c'est vrai. Avec une anecdote d'une simplicité, mais vraiment tellement anodine, on arrive en fait à des réflexions d'une grande qualité. Oui, c'est ça. C'est ce que vous dites. Les choses sont très très simples en fait. Elles sont simples et elles sont factuelles. Des petits interstices comme ça qui font que hop, la réalité et la vérité arrivent tout de suite. Mais parce que les gens, quand ils arrivent, ils sont factuels eux-mêmes. Ils racontent. Ils décrivent une scène, une dispute, une dissension avec un manager. Ils racontent, avec des enfants, j'en entends beaucoup parler, avec des parents, évidemment. Ils racontent factuellement. Et c'est le fait de raconter qui fait émerger ? Évidemment, puisque c'est la grande trouvaille de Sigmund Freud. Sigmund Freud, il a dit un truc très simple. Il a dit « Racontez-moi, à moi que vous ne connaissez pas, racontez-le de manière aussi simple que possible pour que je le comprenne. » Et en le racontant de manière aussi simple que possible, les gens l'ont entendu d'une autre manière. Et c'est ça qui a marché. Alors, qu'est-ce qui se passe après notre dernier souffle ? Quelles sont les différentes étapes du grand voyage post-mortem ? Comment se préparer nous-mêmes à la mort ? Comment pacifier nos peurs ? Comment accompagner nos proches, notamment à l'occasion de départs prématurés, de morts violentes ? Est-ce qu'il est possible de communiquer avec les défunts ? Est-ce que c'est souhaitable ? Qu'est-ce qu'on sait de la vie après la mort ?
mort? Qu'est-ce qu'on sait des réincarnations, des vies passées? Que dit la science? Ce sont toutes ces questions que j'explore maintenant depuis 25 ans et j'ai grand plaisir, à l'occasion de la sortie de mon 20e livre, Vous êtes immortel, aux éditions J'ai lu, j'ai le grand plaisir de participer à une tournée en France organisée par ABC Talk. Je serai très heureux de vous rencontrer, de vous retrouver, de méditer avec vous sur ce grand thème de la mort dans une conférence interactive, inédite et j'espère inspirante. Comprendre ses erreurs pour ne plus les répéter, vous allez enfin pouvoir vous libérer du passé, en tout cas y travailler pour faire en sorte que tout cela ne soit plus dans ces fameux schémas répétitifs. Juste une petite parenthèse sur l'époque journalistique, à l'époque d'RTL et tout ça. Vous vous sentez plus journaliste ou plus psychanalyste alors pour le coup? Ah, ça c'est le grand sujet parce que, en fait, j'ai commencé ma psychanalyse très tôt. Mais vous avez commencé par le journalisme. Alors, c'est concomitant. D'accord. J'avais un parcours à accomplir de manière analytique pour me chercher, me trouver, me comprendre. Et donc, j'ai fait une longue série de tranches thérapeutiques, comme on dit. Et en attendant, il fallait bien que je mange. D'accord. Donc, j'ai été diplômée de l'école de journalisme de Paris, le CFJ. Et donc, j'ai été très rapidement dans les grands médias, puisque c'était vraiment le passeport en or pour y accéder. Et donc, j'ai travaillé vraiment à des heures de grande écoute avec 4 millions d'auditeurs qui mangeaient leur petit déjeuner. C'est ça, à l'époque, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Au journal de 7 heures, il y avait quand même 4 millions d'auditeurs. Et en même temps, je faisais ma psychanalyse, ma propre psychanalyse, puisqu'on ne peut pas être psychanalyste sans avoir fait une tranche analytique. Ce qui est la grande différence avec la psychologie, où il suffit d'avoir 50 facs. On n'est même pas obligé de s'analyser soi-même, enfin, je veux dire, de chercher à comprendre ce que l'on est. C'est ça la grande différence, c'est qu'il faut être analytique. Et pour être analytique, il faut avoir un vécu, une histoire à raconter, un déroulement de son propre scénario, et puis de bons interlocuteurs pour nous aider à y voir clair. Donc, c'est une psychanalyste empirique. C'est vrai. Empreinte de réflexes journalistiques, vous l'aurez compris, parce que la rigueur journalistique a permis effectivement d'avoir l'expertise qu'elle a aujourd'hui. Donc, merci d'être là, Véronique. On va parler d'amour, d'angoisse, de manque, d'absence, de distance, de la peur de l'échec. Alors, tout ça, ça parle à tous ceux qui nous suivent. Ce sont des sujets absolument récurrents. On va parler aussi, et ça, c'est très intéressant, et ça m'a pas choqué, mais interloqué. C'est-à-dire que vous bousculez un peu les codes du développement personnel. Dans le développement personnel, on entend, et j'en ai reçu des dizaines ici, de gens qui disent « mais vous savez, nos parents ont fait ce qu'ils ont pu ». Oui, j'entends tout le temps ça. Vous dites l'inverse. Évidemment. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça? Absolument pas. Je m'inscris en faux, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et ils n'ont pas voulu aller au-delà. Parce qu'ils n'ont pas pu, peut-être. Mais parce que ça ne leur est pas venu. Enfin, quand un enfant se ronge les ongles, on va chercher comment faire pour qu'il arrête de se ronger les ongles. Mais à quel parent ça vient de se dire qu'est-ce que j'ai pu induire ou qu'est-ce que le système familial a induit pour que cet enfant soit nerveux? Personne ne se le dit. En revanche, on va trouver des solutions. Ça, c'est le développement personnel, c'est le comment faire avec ça. La psychanalyse, c'est pourquoi ça s'est passé. Et quand on comprend pourquoi ça s'est passé, très franchement, ça libère. Donc non, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est une façon d'épargner nos parents que de dire « vous avez fait ce que vous avez pu, pauvre de vous ». Mais non, ils n'ont pas été au bout d'un concept de réflexion qui me paraît important. On l'entend en permanence, cette phrase-là. Alors, on peut se dire aussi, et quand on vous lit, évidemment, on comprend, mais on peut se dire aussi « vous n'épargnez pas vos parents ». Non, c'est vrai. Alors, on peut se dire « il y a du vécu ». Et oui. Il y a un background qui est pas clair. Autant vous encensez le reste de votre famille, ceux qui m'ont accueilli autrement. Autant vos parents, effectivement, vous y allez un peu. Enfin, mais quand on a pas de jugement, mais évidemment, mais quand on a une mère dépressive qui n'est pas à proprement parler un chantre de bonheur, en tout cas qui peut pas être modélisée en tant que telle, ni en tant que femme, ni en tant que mère, ni en tant qu'individu, ni en tant que citoyenne, elle s'est pas inscrite dans cette dynamique-là. Donc, je ne peux pas m'en servir comme modèle. Et mon père, qui m'a spolié, qui s'est comporté de manière honteuse, je ne peux pas non plus en faire un modèle. Pourtant, je peux garder des choses intéressantes d'eux. Et c'est ça qui est intéressant dans la libération du passé. C'est-à-dire que, en fait, on va finir par faire un tri. Par exemple,
de ma mère, je garde une excellente éducation. Je ne dis jamais un gros mot. Je sais toujours me tenir dans toutes circonstances. Et d'une manière générale, je suis très policée, très courtoise, très appliquée je suis très maîtresse de maison, comme elle. De mon père, je suis royalement optimiste, extrêmement joviale, très, 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 très sociable. Et ce bonheur, cette jouissance de la vie, je l'ai récupérée. Donc, on peut quand même faire le tri. Parce que, voilà, la première approche, la première réflexion qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, vous avez souffert de cela. Ah, bien sûr. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas aujourd'hui tenir le raisonnement qui consiste à dire, les parents ont fait ce qu'ils ont pu. Non, ça tient plus la route, ça. C'est fini. C'est fini, et puis c'est aussi fini que la question des émotions. On est encore, je crois, dans une période où on apprenait les émotions, qu'il fallait les accueillir, qu'il fallait vraiment se connecter à ces émotions. Mais moi, je m'inscris en faux là-dessus, parce que oui, effectivement, il faut les accueillir. La différence, c'est qu'il faut quand même les traiter. Et il n'y a que le cerveau qui peut traiter, qui peut donner du sens à une émotion. Si on reste dans l'émotion, elle nous submerge. Donc, en fait, on est là, submergé, tout brouillon. Il faut passer d'un cran. Et à ce moment-là, se dire, mais qu'est-ce qui me traverse? Pourquoi j'ai peur? De quoi j'ai peur? Est-ce que c'est vrai qu'il est nécessaire d'avoir peur là-dessus? Est-ce que cette peur est fondée et disproportionnée? Et dès l'instant, en fait, on se rend compte que dans la question analytique pure, c'est pour ça que la psychanalyse est une vraie expérience, c'est que quand on réfléchit à quelque chose, la charge émotionnelle disparaît. Et là, on commence à entrevoir des hypothèses, des solutions. On fait des passerelles, comme je vous disais tout à l'heure, on fait des passerelles entre les événements. Et on s'est dit, mais ça a du sens, et donc je peux en faire un socle de compréhension. Et à ce moment-là, quand on réfléchit, quand on comprend, on change. Réflexion, compréhension, changement. Ça, c'est votre conclusion. C'est vrai. C'est votre conclusion. Deuxième constat qu'on apprend également dans Je me libère du passé, je rappelle, c'est aux éditions Dauphin que je salue au passage, l'après-Covid. Oui. Vous dites que le Covid a été absolument ravageur, et notamment sur la jeune génération. 43% de plus chez les jeunes qui consultent. Alors, je ne dirais pas que ça a été ravageur, je dirais que ça a été bienfaiteur. Ouais. Parce qu'en fait, les jeunes, et j'enseigne en même temps, donc j'ai une prise directe avec les jeunes étudiants, et j'enseigne la psychosociologie, et je me suis rendu compte que ces jeunes se sont dit, j'ai droit au bonheur, il doit être quelque part, je n'arrive pas à le concevoir, je n'arrive pas à modéliser de mes parents, donc je n'ai pas d'idée, je ne peux pas imaginer quelque chose de précis, mais je sais que ça peut exister, et je peux y prétendre. Donc, je vais aller m'informer quelque part auprès d'un spécialiste pour arriver à être heureux. Alors, je suis très content que vous disiez ça, parce que c'est une autre lecture. Moi, j'aurais pu... La lecture que j'ai eue était complètement l'inverse. Je me dis, ce sont des gens qui se sentent mal. Oui. Le Covid a révélé sans doute, a fait rejaillir sans doute des tas de choses dans leur être. Et ils ont besoin de consulter. Oui. Donc, on pourrait s'alarmer de ça. Mais non. Or, non. Mais c'est pas seulement eux. C'est toute une nouvelle génération de public que la psychanalyse accueille aujourd'hui. C'est-à-dire que des artisans, des commerçants, on n'a plus besoin d'être intellectuel parisien pour aller à la psychanalyse. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai des gens qui sont dans le fin fond du Pas-de-Calais. Moi, j'exerce en cabinet, mais j'exerce aussi en visio, puisque j'accompagne les expatriés, les Français expatriés. Je me rends compte qu'en fait, on peut être ingénieur, pharmacien, peu importe quoi. Ce qui compte, c'est le droit au bonheur et l'idée qu'on puisse y prétendre. Et en fait, ça réunit beaucoup de gens. Et quand je vous parlais du fin fond du Pas-de-Calais, je trouve ça fascinant que des employés, je sais pas moi, d'Engie, par exemple, puissent se dire j'ai une boule dans la gorge, je suis au fond du trou, je ne sais pas ce qui m'arrive, je vais consulter. Et il y a pour cet exemple-là, il y a dans mon livre un moment d'anthologie, je trouve, qu'on me relate souvent, c'est l'histoire de Laurent. Alors, il y en a plein, hein. Il y a énormément de cas, et en fonction, vous allez voir des Laurent types. Qui ne peut pas se permettre de faire une psychanalyse au long cours, il n'a pas les moyens pour ça, mais il va tellement mal. Et donc, je me dis, on va aller à l'essentiel. Et donc, en 7 séances, qu'on peut lire comme une série Netflix presque, en 7 séances, pas une de plus, lui-même accueille quelque chose de nouveau, ça change son logiciel intérieur, il met en place entre 2 séances des tas de choses dans son environnement familial, il résout des énigmes, il prend des positions, il comprend pourquoi il allait mal,
Et en cette séance, c'est plié, il n'y a plus la boule dans la gorge et il me remercie. Voilà. Et Parce il que va bien. C'est souvent l'image qu'on a de la psychanalyse. On se dit ça va être long. Non, c'est plus long maintenant. C'est beaucoup moins long maintenant parce que, enfin, en tout cas, dans ma pratique. C'est ça, votre méthode. Moi, j'ai été confrontée au silence de mes parents, qui ne me parlaient pas, qui ne communiquaient pas. Ma mère était vraiment, c'était la mère le silence de la mère, on pourrait dire, au vrai sens du terme. Et je ne pouvais pas m'imaginer être confrontée ou confronter mes patients au silence thérapeutique, ce qu'on a longtemps appelé comme le silence thérapeutique, c'est-à-dire le oui. Horrible. Nous en parlerons la prochaine fois. Bim. Horrible. C'était horrible, c'est horrible. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça, effectivement, on a vécu ça. On a pu élaborer par nous-mêmes, mais ça prenait un temps infini. J'aurais aimé que quelqu'un comprenne que l'interaction me permettait de vivre une nouvelle expérience relationnelle. Donc vous dialoguez. Et je suis beaucoup plus interactive. C'est tellement vrai que les gens, quand ils prennent rendez-vous, me disent « Mais est-ce que vous parlez ?» Oui. Ben, je dis « Oui, je parle. » Bien sûr. Et cela dit, c'est jamais qu'un retour aux choses, puisque Sigmund Freud, lui-même, le père de la psychanalyse, parlait énormément avec ses patients. D'abord, il les recevait tous les jours, tout l'après-midi. Il parlait énormément. Et je me suis dit que c'était peut-être pas plus mal. Est-ce que le c'est une technique ? C'est pas forcément mauvais non plus, parce qu'il y a un moment, on peut laisser la personne élaborer. On sent bien la personne en face de nous comme ça. On la voit, elle est en train de cheminer, donc on va pas l'interrompre. Donc c'est souvent approprié de ne rien dire. Mais parfois, pour élaborer ou pour partir même sur des hypothèses, ils en sont à des années-lumière. Donc si on leur fournit pas une idée sous forme d'hypothèse, moi je ne les connais pas, c'est eux qui connaissent leur vie. En revanche, ce que moi, ça m'invite à considérer, je peux me permettre de le dire. Et après, on discute. Est-ce que c'est possible, vrai, pas vrai on voit. Après, la difficulté, effectivement, c'est quand on se retrouve confronté à ça, le fameux tout le monde sait de quoi on parle. C'est vrai. C'est que vous avez des séances entières de Ah oui. Du début à la fin. Ah oui, oui. Et à la dernière phrase, c'est « Je vous laisse là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine ». C'est ça. C'est-à-dire que c'est le pari que la personne, une fois qu'elle est sortie, va commencer à faire son travail analytique. Exactement. Alors que moi, je considère que ce qui est à réparer, ce n'est pas forcément la réflexion, c'est la relation. Et c'est ça la différence. C'est que tout doit être mis au service de la relation. Si j'ai pu avoir une relation heureuse, fructueuse avec mes enfants, c'est parce que précisément, j'ai cherché et trouvé auprès d'un thérapeute quelque chose de l'ordre de l'intimité, de la complicité et de la relation heureuse, presque jouissive, quelque chose où on est content de se retrouver. Je sais à coup sûr qu'il se rappelle exactement où on en est, et moi je sais ce que j'ai à dire pour continuer le travail. C'est un travail d'une fructuosité extraordinaire. C'est une expérience de vie inépuisable. Vous dites en tout cas que la psychanalyse d'aujourd'hui est donc flexible. Ça veut dire qu'elle a évolué ? Oui, oui, oui. Elle est plus interactive et elle est plus... Évidemment que j'ai des détracteurs. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette psychanalyse qui fait des choses en visio ? Je rajoute quand même à ça que je lis à Kristeva, qui est encore une immense psychanalyste française. Elle travaille par téléphone. Je veux dire, ça dérange personne. Mais bien sûr que c'est pas tout à fait la même pratique. Bien sûr, j'ai beaucoup moins de gens sur le divan qu'avant. Maintenant, les gens ont besoin de ce regard, ce contact visuel. Et pourquoi pas, dans le fond ? Pourquoi pas ? C'est un besoin légitime. Et puis surtout, le patient arrive à être beaucoup plus prolixe de cette manière, beaucoup moins perdu que quand il regarde comme ça le plafond. C'est sûr. Et qu'il n'a rien à se raccrocher. Bon, et ça, c'est Freud qui avait déterminé le fait de s'installer sur un canapé et de s'allonger comme ça ? Oui, parce que l'idée de ce qu'on appelait la pensée libre, et l'association d'idées libres. C'est-à-dire que, en fait, on part d'une idée et puis ça nous amène à autre chose. Et puis tiens, j'ai fait un rêve la nuit dernière et on parle du rêve. Et à ce moment-là, le thérapeute qui est derrière, il aiguille un petit peu. Ah bon, et donc il y avait une station-service. Ok. Bon, et qu'est-ce que c'est pour vous une station ? Voilà, ce genre de choses. Donc c'était l'association libre. Ça a eu beaucoup d'intérêt. Moi, j'ai adoré cet exercice. Mais je trouve que maintenant, la société l'accepte moins parce que la société a besoin de davantage de rails, de conduite, d'accompagnement. Dans une logique très individualiste, elle vient quand même se reconnecter à l'essentiel qui est la relation à l'autre. Homme-femme ?
hommes-femmes. Vous avez plus d'hommes que de femmes. Il y a beaucoup d'hommes. Hein. Il y a beaucoup d'hommes. Et alors, figurez-vous, ça, c'est quand même marqué d'une pierre blanche. Il y a quelques semaines, je ne me rappelle plus exactement quand, un nouveau patient est venu déséquilibrer le système antérieur. C'est-à-dire que, pour une fois, grâce à lui, j'avais plus d'hommes que de femmes. Ah, il a fait la bascule. Donc, c'est ça. Ouais. Donc, c'est très prometteur aussi. Comment vous l'expliquez? Alors, je l'explique par une chose qui me paraît assez fondamentale, c'est qu'on est mu par deux principes. Tous, hommes et femmes. Le principe féminin et le principe masculin. Mais tous, d'accord? Et on a tous des deux. Mais dans quelle proportion? Le principe féminin consiste à être dans le soin. J'accueille, je prends soin, je suis pénétrée de l'autre. Symboliquement, c'est de cet ordre-là. Et le principe masculin, c'est je conquiers, je vais vers, et donc je sors finalement de la matrice. Et donc, dans cette question de l'introspection, on est plus dans le retour vers le foyer, vers l'intimité, donc plus dans le principe féminin. Et les femmes sont quand même majoritairement plus dans ce principe féminin du care, du soin. Alors, je dis ça et je mets vraiment beaucoup de bémols là-dessus parce que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est bonne et douce, ce n'est pas parce qu'on est une mère qu'on est gentille et attentionnée. Et dans le livre, je le décris assez. Effectivement, d'ailleurs, on le voit sur ABC, 80% de ceux qui nous suivent sont des femmes. Oui, elles sont dans le soin. Alors ce livre, Je me libère du passé et comprendre ses erreurs pour ne plus les répéter. Quand vous disiez tout à l'heure que la dimension journalistique que vous avez toujours est très très corrélée avec votre approche psychanalytique et votre travail d'accompagnement au travers de la psychanalyse, vos patients sont votre base de travail. Ah, c'est un laboratoire d'observation. Exactement. Et vous avez conçu et écrit ce livre sur cette base-là. Oui. Pendant 3 ans. Ah, tout est absolument... je suis journaliste, s'il vous plaît. Pardon. Les faits, juste les faits, rien que les faits. Bah oui, tout est absolument vrai. Tout est vrai, sauf évidemment les prénoms que j'ai changés, les situations pour préserver la confidentialité. C'est ça. Mais bien sûr, tout est vrai, y compris le cheminement de ma propre réflexion. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pendant 3 ans, je me suis rendu compte d'un phénomène que j'ai étudié pendant 3 ans. Dans cette histoire-là, je raconte mon présent et je ne comprends pas qu'il s'agit de la même illustration d'un principe que je connais depuis longtemps. Autrement dit, ce que nous vivons n'est pas une rencontre, n'est qu'une retrouvaille, d'une certaine manière. Eh bien, en fait, à un moment donné, je me dis, je vais poser toujours la même question. Et j'ai dit, est-ce que vous avez l'impression que vous avez déjà vécu une situation de ce genre? Et tout le monde me dit non. Mais 100%. Tout le monde me dit pas du tout, avec une conviction extraordinaire. Et vous apportez un nom, ça. Vous lui donnez un nom spécifique. Vous dites, je vais le retrouver, l'auto-mensonge inconscient. Ah oui, c'est vrai, l'auto-mensonge inconscient, c'est tout à fait ça. Mais parce que c'est très confrontant, il faut dire. C'est vraiment un mécanisme de défense à ce moment-là. Et dans le fil, alors moi j'enregistre, je mets une petite annotation à la manière d'un chercheur. Freud était un chercheur aussi. Et donc, à un moment, je ressors. Mais ça s'apparente quand même à la même logique que vous venez de me dire, là, non? Et là, c'est le drame. Parce que là, tout d'un coup, s'ouvre un champ d'investigation qui est considérable. Tout d'un coup, on se dit, nom d'un chien, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est le sujet de mon prochain livre, l'effet waouh de la psychanalyse, où on se dit, waouh, mais c'était devant mes yeux. J'y avais pas pensé, je ne l'ai pas vu. Et les gens me disent exactement ce que vous me dites là. Je ne l'avais pas vu comme ça. Et pourtant, c'est vrai. Ce passé dont vous parlez, est-ce qu'il peut y avoir même une dimension, je ne sais pas si on l'aborde dans la psychanalyse, transgénérationnelle? Mais bien sûr. Ça peut remonter bien plus loin que le simple fait de s'arrêter à nos parents ou grands-parents? Dans le cas de Joy que je décris, c'est une jeune femme enceinte qui a déjà une petite fille et elle est enceinte d'une deuxième petite fille. Et là, elle vient me voir pour me dire je voudrais apprendre à l'aimer, cet enfant. C'est difficile. C'est dur, hein? Mais ce qui compte, c'est de comprendre pourquoi. C'est pas de lui apprendre à aimer cet enfant. C'est-à-dire pourquoi elle est amenée
à aller en sens contraire quelque part, à ne pas pouvoir aimer cet enfant. Elle n'a pas les codes. Elle n'a pas les codes parce qu'en fait, le système transgénérationnel duquel elle vient, eh bien, indique que toute la lignée de femmes a été asservie par un machisme confondant des hommes, société patriarcale, et toutes les femmes ont maudit leurs conditions. Et donc, elle se dit, mais je suis terriblement coupable, je n'arrive pas à mettre au monde un garçon qui va mieux s'en sortir qu'une fille. Donc, quelque part, elle est désespérée. Et une fois qu'elle comprend ça, parce que ça ne lui était pas venu à l'esprit, en réalité, cette histoire de lignée. Elle n'a pas vu le cheminement avec la même chose, les schémas répétitifs de sa mère, de sa grand-mère. Non, elle n'a pas vu. Pourtant, sa mère lui disait, bah oui. Ben oui, mais c'est ça aussi qu'on ne veut pas forcément comprendre et voir. L'auto-sabotage, l'auto-mensonge inconscient. En fait, c'est ça, c'est juste... Le psychanalyste n'est pas un magicien, il vient juste révéler ce qui a été un peu enfoui. Ça veut dire que toute personne qui vous regarde, qui vous écoute, et qui se dit « je vais faire une psychanalyse », il faut s'attendre à aller chercher des choses qui sont peut-être parfois un peu... Oui. Ouais, faut oser aller les chercher pour le coup. Alors, c'est vrai que parfois c'est tellement confrontant qu'on appelle ça une résistance. Et à ce moment-là, tant que le patient revient, il y a un espoir. Et parfois il s'en va en disant « je pense que j'ai fait le tour ». En fait, il a juste contourné et on n'y peut rien. Et il faut accepter cette impuissance, on n'y peut rien. Alors on va voir, parce que quand on parle de... Il y a cette affirmation qui dit « je me libère du passé, comprendre ses erreurs pour ne plus les répéter ». On se dirait d'accord, et qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a les cas pratiques, en tout cas les cas des situations où on peut s'identifier à ceux et celles que vous avez eus dans votre cabinet. Et puis il y a quand même les éléments de réponse, le côté pratique et la mise en application. Il y a 18 pistes, que vous avez, 18 conseils que vous donnez. On ne va pas tous les donner pour pas spoiler le livre, bien sûr, mais on va en prendre quelques-unes. Et vous avez classé d'abord ces schémas répétitifs, ces erreurs répétitives, comme vous dites, dans 8 principes fondateurs entre l'amour, les angoisses, le manque, l'absence, les distances, la peur de l'échec, les défaillances parentales et la domination avec les failles narcissiques. Ça, c'est très intéressant. Et alors, celui qui revient majoritairement, c'est celui que j'ai nommé en premier, c'est l'amour. C'est vrai. C'est la problématique. C'est universel. Ouais, c'est ça. En fait, si nous ne faisons pas le plein affectivement, nous sommes probablement condamnés à être autonomes, ça c'est sûr, mais par défaut. Alors que quand on est enrichi affectivement dès le départ, on devient autonome, mais avec tellement de consistance à l'intérieur qu'on ne le paye plus, on ne paye rien. Ça, c'est très culpabilisant pour un parent. Évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire, donner suffisamment, être à la hauteur, ou ne pas donner excessivement pour en faire un enfant roi, et donner suffisamment pour qu'il n'y ait pas justement ces schémas répétitifs? C'est l'immense travers que traverse la parentalité aujourd'hui. Ah oui. Les trentenaires aujourd'hui sont des parents qui se trompent. Ils se trompent parce que leur problématique, c'est de réparer leur propre enfance. Et donc, tout ce qu'ils cherchent à être, c'est être aimés de leur enfant. D'ailleurs, comme si il y avait une suspicion autour de cette idée-là. Et donc, en plus, il y a une compétition souvent entre deux, c'est qu'il faut être le meilleur parent que l'autre. Et l'autre problème de la parentalité d'aujourd'hui, c'est que pour réparer leur propre histoire, il faut gommer les différences entre le père et la mère. Donc, dans un grand élan de parité, enfin, moi, je suis née avec le féminisme, donc je ne vais pas dire le contraire, mais le père et la mère, enfin, faut inclure les substituts, parce que Absolument. Les situations homoparentales, il y a quand même un soignant, je dirais, et un parent, l'autre parent, ça revient au même. Donc, j'englobe absolument toute forme de cellule familiale. Mais il y a une compétition actuellement qui se joue pour être le meilleur parent et donc être le plus gentil, le plus soignant, le plus câlinant, le plus généreux et dans une interchangeabilité totale. Tout ça pourquoi? Parce que le schéma habituel de la famille, la mère qui s'occupe de l'enfant, le père qui va gagner sa vie, enfin la vie du foyer, eh bien ça a été finalement quelque chose qu'on a eu besoin d'abolir. Mais on ne peut pas modifier quand même un rôle et une fonction parce que l'enfant en a besoin. Il a besoin d'identifier une différenciation des sexes et c'est comme ça qu'il va se construire. Et donc, dans chaque personnage de son enfance, chaque figure de tutelle, il y a à prendre quelque chose. Le care
et la conquête. Alors parfois c'est inversé, je n'ai pas de doute là-dessus, mais que les deux ne se chevauchent pas. Et donc j'explique aussi, parce que c'est là où vous allez retrouver mon côté un peu journaliste, je me dis mais comment se fait-il que les jeunes pères trentenaires sont tellement plus maternants que les femmes, que les mères? Je me suis quand même... Et d'ailleurs, c'est très corrélé avec le nombre de barbiers qui a explosé dans les rues de nos villes. C'est-à-dire que les trentenaires ont tous la barbe. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, pour garder un petit peu de cette virilité-là qui les identifie, mais ils sont des mères bis à barbe. Mais c'est pas un simple effet de mode, c'est pas une histoire de mode, Moi, la barbe du moment et tout ça. Je pense que non, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est que j'ai le sentiment que les femmes ont acquis leur indépendance et leur désir de conquête, donc dans le principe masculin, et qu'elles ont formaté leur partenaire de vie, en tout cas dans l'hétérosexualité, là je parle, pour pouvoir les remplacer, pour qu'elles partent, elles, en étant complètement rassurées sur le fait que l'enfant sera bien pris en charge par l'autre parent. Et donc, elles ont formaté leur partenaire de vie à être des mamans bis. Et eux-mêmes, ils sont contents de le faire. Bien sûr. Parce que ils se disent mais voilà une façon de ne plus représenter en moi ce côté patriarcal, autoritaire, sec, distant que je connaissais de mon père. Sauf que ce côté paternel, d'abord le père c'est un très beau rôle qui est totalement galvaudé maintenant. C'est un très beau rôle parce que le père normalement il est là pour intégrer la loi en l'enfant et lui permettre de sortir de sa toute-puissance et de faire cesser un débordement. Le père, quand il fronce le sourcil, ça doit suffire pour calmer le jeu. Mais là, maintenant... Au secours. Là, on n'y est plus du tout. Plus du tout. et les deux parents sont épuisés. C'est ce que j'explique. Les deux parents sont épuisés parce qu'ils donnent beaucoup de temps, de patience, de négociation, d'explication à leurs enfants. Et en fait... la toute-puissance de l'enfant grandit sans arriver à être calmé. Et en fait, il y a un principe simple, c'est que tout débordement appelle son contenant et que les parents sont censés être là pour le faire. Donc vous pensez qu'on manque de ça? Oui, on manque de structure. De structure, de cadre. Et c'est pour ça que les sociétés actuelles arrivent à avoir besoin d'un pouvoir central très fort. Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est trop délité la structure actuellement. Et je suis vraiment pas dans cet état d'esprit militaro-rigidiste. Pas du tout, pas du tout. Mais la relation heureuse, elle ne peut s'appliquer que dans un cadre clair où chacun a vraiment une place entière et qu'elle n'est pas empiétée dans le périmètre de l'autre, par le périmètre de l'autre. Vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure et vous avez rebondi aussi sur les familles homoparentales. Oui. Et vous avez dit l'enfant a quand même besoin de connaître l'identité sexuelle de l'un et l'autre. Alors, si ce n'est pas l'identité sexuelle, c'est la fonction. D'accord. La différenciation des fonctions. Mais oui, parce qu'en fait, sinon, ça fait 4 figures d'attachement au lieu de 2. C'est déjà dur d'avoir 2 parents, mais si on en a 4, si on a un père-mère et une mère-père, c'est complètement différent. Enfin, c'est très dur. Ça fait double culpabilité ou quadruple culpabilité. Alors, dans les 8 principes fondamentaux des erreurs répétitives, on a parlé d'amour, on va pas tous les faire, mais quand on parle notamment, alors la peur de l'échec. Oui. Ça, la peur de l'échec, j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus on est conditionné dans ça. C'est une grande souffrance, la peur de l'échec. Parce qu'en fait, ça paralyse. La peur paralyse. La tristesse plombe, la peur paralyse. Et il y a guère que la colère qui puisse éventuellement être un moteur d'action. Mais quand on a peur d'avoir peur, parce qu'en fait, c'est ça, on ne peut rien entreprendre. Et dans mes classes, je fais un petit sondage généralement, et de toutes les barrières mentales, la procrastination revient à 1000% par rapport à tout le reste. C'est effarant de voir à quel point les jeunes se sentent procrastinateurs. Par peur. Par peur. Voilà. C'est la peur de ne pas savoir faire, la peur de ne pas avoir compris, la peur d'un résultat modeste qui montrerait une petite ambition, trop petite, trop étriquée. La peur de se retrouver dans une identité finalement médiocre. Est-ce que c'est un
un phénomène sociétal ou est-ce que c'est un phénomène parental, si je puis dire? Est-ce que c'est dû à une éducation de nos parents, à notre éducation pour le coup? Ou est-ce que la société nous incite aussi à être conditionnés dans ses peurs? Et Dieu sait qu'on en a eu quelques exemples. Mais il y a quelque chose d'universel là-dedans, dans l'idée que l'enfant soit une part narcissique de son parent. C'est ce que disait Freud d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, les bonnes notes, pour qui l'enfant les rapporte? Pour lui ou pour le parent? Quand j'entends dire une maman l'autre jour qui disait ah, on a eu une tellement bonne note, qui ça on? Oui, mais parce que j'ai participé à lui faire réciter sa poésie. D'accord, mais enfin c'est quand même lui qui était au tableau. C'est ça. Le parent investit, mais c'est pareil pour le jeu. Le parent investit le périmètre de l'enfant. Alors que la scolarité, moi je me rappelle très bien avoir expérimenté ça avec mes enfants. Je disais, vous, c'est votre métier d'être écolière. Moi, je l'ai fait ce métier-là. J'en ai un autre maintenant. Donc, si vous avez besoin que je vous aide, je suis là. Mais c'est quand même de votre responsabilité et on est tous là pour faire un bon métier et bien se retrouver dans ce qu'on a développé de manière appliquée et impliquée. Et aujourd'hui, ils vont bien? Ah ben, la première, ma fille aînée a compris tout de suite la leçon. Elle s'est autonomisée très, très vite. Et elle va très bien, elle a fait des grandes études. La deuxième a mis beaucoup de temps, et puis à bac moins le quart, elle s'est dit « Oh, mais c'est peut-être pas faux !» Je me réveille. Et elle a eu la même mention que sa sœur, qui travaillait depuis le début. Donc en fait, c'est ça qui est bien, c'est la responsabilisation des enfants. C'est à vous, c'est pas à moi. Le jeu que vous allez acheter à Noël, c'est pour l'enfant, c'est pas pour que vous y jouiez vous. Il y a une phrase qui revient régulièrement, que j'entends souvent aussi, et je la salue, elle s'appelle Isabelle Serre, elle nous regardera sans doute, et qui dit « Ne dites pas à un enfant « je suis fier de toi », dites à un enfant « tu peux être fier de toi ». Alors oui, moi je le dis aussi dans ce livre, je le dis d'une autre manière, mais c'est ça, je dis on n'a pas à être fier de ce que l'enfant fait en termes de performance, mais on a à être content qu'il en soit fier. Donc au lieu de dire « je suis fier de toi », c'est de dire « je suis tellement content que tu puisses être fier de toi ». Et ainsi, ces notes, c'est pour lui. Et cette nuance-là, elle est bien plus importante qu'on ne peut l'imaginer. Oui, parce que c'est la relation qui se joue. C'est-à-dire que nous espérons, en tant que parents, que nos enfants vont trouver le chemin de la vie et les codes pour comprendre la façon dont le monde tourne. Et donc, c'est une quête que nous espérons qu'ils fassent, eux. Mais on ne peut pas le faire pour eux. En psychanalyse, on dit qu'on ne peut pas être dans le désir de l'autre. Et c'est vrai. Alors, on a parlé évidemment de la peur de l'échec. Vous lirez les cas de Raphaël, de Simon, de Théo, d'Anaël également. Et vous verrez de quelle manière... Alors, vous avez structuré à chaque fois, c'est toujours fait un peu de la même manière. Il y a une fiche patient. Oui, c'est ça. Et vous structurez... une fiche d'identité. Oui, une fiche d'identité. C'est-à-dire que je décris le cas, enfin le personnage qui vient me voir, quel âge il a, quelle est sa problématique avec laquelle il arrive lui. C'est pas moi qui l'invente. Qu'est-ce que moi je peux déceler comme objectif thérapeutique? Je décris la séance préliminaire, où là c'est une mine d'or en fait. Tout est dit en général dans la séance préliminaire. Donc le psychanalyste engrange un certain nombre d'éléments. Il demande à ce qu'on lui décrive la fratrie de laquelle est issu le patient, voilà, le système dans lequel il a grandi, et le factuel. Et après, il y a un objectif en le thérapeute, un objectif très précis à atteindre. Et puis, dans ces dynamiques-là, après, j'explique, dans cette situation, dans ce cas, dans ce thème-là, pour aller plus loin dans la réflexion, voilà ce que je propose. Et donc, c'est vrai que c'est un livre qui va au-delà des histoires personnelles des gens, mais qui, en fait, ramène tout le monde à une problématique universelle. Et on va justement étudier quelques points sur les pistes de réflexion que vous proposez. Il y a un autre psychanalyste qui est venu s'installer ici, je lui ai posé cette question, je vous la pose également. À quel moment, qui décide de la fin d'une psychanalyse? Alors, ça, c'est tout ce qu'on me demande ça tellement souvent. En fait, les gens ont peur de cet aléatoire, sans oubli. Enfin, ils oublient qu'en fait, c'est eux-mêmes qui, par leur désir, vont décider de prolonger ou pas. Parfois, ils disent « je pense que j'ai fait le tour ». Et en fait, c'est juste une résistance. Donc, c'est au psychanalyste de dire « mais peut-être que là, il y a quand même quelque chose qui
faut aller plus loin. n'arrivent pas à pousser se un peu. désagréger quand même. Il y a quelque chose qui... Regardez d'ailleurs l'autre fois, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Ben, c'est un peu la même chose que d'habitude. C'est un peu l'histoire de votre vie. Ah oui, c'est vrai. Bon. Et il y a des gens qui disent, je ne peux pas aller au-delà et au revoir. C'est leur liberté. Ce qui compte, c'est qu'on puisse se dire, à la fin d'une psychanalyse, pourquoi on est venu, comment on peut synthétiser la problématique avec laquelle on est venu, qu'est-ce qu'on en a fait et avec quoi on repart. C'est comme un pitch. C'est-à-dire que ça devient tellement flagrant, tellement évident, qu'en fait, la synthèse se fait facilement. Et à ce moment-là, on se congratule, le psychanalyste et le patient. Et puis, il y a des gens, il faut comprendre aussi que beaucoup pensent que parce qu'ils vont mieux, ils sont plus empêtrés dans leurs émotions débordantes, ou ils ont divorcé, ou ça y est, c'est fait, que ça s'arrêterait. Et en fait, raisonnablement, je peux dire qu'une vraie psychanalyse commence quand on va mieux. Parce que le cerveau est beaucoup plus en appétit, je dirais même, pour tirer les ficelles, tirer le fil de la pelote, aller plus loin, gratter davantage, comprendre encore. Et c'est inépuisable. Alors, c'est vrai que c'est inépuisable, mais on peut s'arrêter aussi. Oui, parce qu'on entend souvent des gens, et j'ai eu des invités aussi qui me disaient, j'ai 15 ans de psychanalyse. Hein. Donc, on a cette réflexion-là. Moi, j'en ai fait 15 ans sous forme de 5 tranches avec différents thérapeutes. Et je pense qu'il y a des choses que j'ai encore envie d'approfondir. Je vais bien, mais ça ne m'empêche pas de réfléchir. Quand ma mère est décédée, c'était quand même un lourd fardeau que j'avais là à gérer. Avant qu'elle ne décède, je me suis préparée à sa mort. Donc, j'ai fait une tranche psychanalytique exprès. Donc, en fait, il peut y avoir des sujets tout à fait passionnants qu'on n'a pas encore complètement explorés et qui nécessitent un peu d'introspection. Bon, je vous demanderai tout à l'heure, comment est-ce qu'on choisit un ou une bonne psychanalyste? C'est le feeling. Donc, il faut les essayer. Sans doute. Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus parce que moi, je n'ai pas de plaque au mur de ma maison, de mon cabinet. Tout se fait en bouche à oreille et je travaille de 7h45 le lundi matin au jeudi midi. Après, je fais ma transhumance, je vais à mon cabinet du Touquet le vendredi. Enfin, ça n'arrête pas. Je crois qu'il y a tellement de demandes aujourd'hui. Et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est pas parce que... Moi, je considère que c'est pas... comment dire? On serait tenté de dire c'est parce que la société va mal. Moi, je crois au contraire qu'elle a décidé d'aller mieux. Et c'est extrêmement optimiste de voir ça comme ça. C'est incroyable que vous disiez ça. Le nombre de fois où on entend dire les cabinets de psy sont pleins, ça prouve que la société va mal. Ah ben non, ça prouve qu'elle arrête de souffrir et de subir. Et ça, c'est quand même une grande pulsion de vie pour moi. C'est quand même une démarche. Enfin, je veux dire, ça nécessite de l'audace, du courage. Ça nécessite de revisiter son histoire. Ça nécessite éventuellement de déglinguer le système familial dans lequel on est né. Enfin, ce n'est pas une faiblesse. Mais c'est un courage inouï, en fait. Puis ça coûte de l'argent, donc on investit quand même sur ce champ-là au détriment peut-être de loisirs ou de voyages, peu importe. Enfin, je veux dire, c'est quand même un courage et une détermination à aller mieux qui est fascinante, je trouve. Je me libère du passé, comprendre donc ces erreurs pour ne plus les répéter. Alors les pistes de réflexion, et alors la numéro 1 des pistes de réflexion. Quand vous dites on met un petit coup de pied dans la fourmilière pour détricoter les schémas familiaux, vous dites, première piste, nous ne sommes pas obligés d'aimer nos parents. C'est vrai. Waouh, le pavé dans la mare. Et pourtant, c'est tellement vrai. En fait, de toutes les relations au monde, il y en a une qui nécessite que l'on soit dans l'inconditionnalité de l'amour, c'est-à-dire du parent à l'enfant. Et même pas l'inverse. L'enfant n'est pas obligé d'aimer son parent. S'il est maltraitant, pourquoi l'aimerait-il? Et d'ailleurs, s'il l'aimait, ça serait drôlement névrotique. En fait, nous sommes mus par la conditionnalité de l'amour. C'est-à-dire que je ne peux t'aimer que si tu te rends aimable. Et c'est surtout valable pour les couples. Mais en réalité, puisque là, vous parlez de nos parents, il est évident que ce livre, finalement, la trame de ce livre, c'est la défaillance parentale. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait épargner nos parents en dire « j'ai souffert, je me suis senti tout seul, vous ne m'avez pas compris, mais c'est OK ». Mais non, c'est pas OK. On n'est pas obligé d'aimer cette histoire-là. Et le pardon?
Alors là aussi, c'est quelque chose que presque je m'explique pas cette question. Parce qu'en fait, on n'est pas le pape et on n'est pas Dieu. Donc, en fait, je Non, vois mais les pas. gens disent, j'ai pardonné à mes parents, pas pour mes parents, pour me libérer moi, parce que ça ne m'appartient pas. Et moi, je pense que c'est illusoire, parce qu'on a été un objet de dévalorisation parfois, d'humiliation pour certains. Au nom de quoi on pardonnerait? Vous avez pardonné à votre papa? Mais j'ai même pas eu à le faire. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit simplement de se détacher. Il suffit simplement de le voir et de comprendre que la défaillance, c'est à lui qu'elle revient, c'est pas à moi. Si je pardonnais, ça signifierait que je ferais fi de son manque de conscience. Donc, je vois pas au nom de quoi je le ferais. Je crois qu'au contraire, la plus grande honnêteté intellectuelle, c'est de dire, faut admettre les choses. Et c'est pour ça que je parle du mea culpa parental. Parce que je me doute bien que vous allez venir là-dessus. Le mea culpa parental. Mais combien d'enfants, même devenus adultes, rêveraient d'entendre leurs parents dire, je viens de comprendre, je suis désolée. J'ai pas été à la hauteur. Mais c'est à lui de s'excuser, en fait. C'est pas à nous de pardonner. Enfin, c'est ça l'idée. C'est que si on arrive à faire en sorte que l'enfant pardonne à son parent défaillant, ça signifie qu'en fait, on lui demande de renoncer à sa souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, on absout le parent et donc on l'épargne, ce qui est le comble du sacrificiel. Enfin, ça n'a pas de sens. La moindre des choses, c'est que quand on n'a pas rendu un enfant heureux, on puisse se dire, peut-être que j'ai raté une porte, et de lui dire, je n'avais pas compris, je me rendais pas compte, moi j'ai été élevée comme ça et je pensais pas qu'on pouvait faire autrement. Et c'est à ce moment-là que le pardon intervient. Et c'est à ce moment-là peut-être que le pardon intervient. Enfin, moi je parle même pas de pardon, mais au moins de réconciliation et d'allègement, parce que ça crée quand même un litige monumental dans la vie de la personne, bien sûr. Et donc votre maman, vous lui avez pas... Ma maman, je lui ai tout à fait reconnu une souffrance considérable. Maman était une femme très dépressive qui est tombée sur un mauvais homme, un homme de peu de moralité, elle qui était tellement, en attente de quelque chose de noble dans le mariage. Elle a été profondément déçue de la piètre qualité morale de cet homme et elle en est morte prématurément parce qu'elle n'a pas su rebondir en fait. Elle a pas su rebondir. Vous dites cet homme, hein? Vous dites pas. Je peux même dire mon père. C'est pas. Je peux le dire. C'est pas du tout un problème. Mais pour elle, c'était un homme de mauvaise qualité, on va dire. Alors les 18 conseils, on a vu le premier. Hein, nous ne sommes pas obligés d'aimer nos parents. Alors on a parlé tout à l'heure de nos parents n'ont pas fait ce qu'ils ont pu. Alors vous dites non. Hein, non. On est d'accord. On l'a évoqué tout à l'heure. Et vous dites alors dans le 4e point, c'est intéressant. Vous dites nos parents ne doivent pas forcément être nos modèles. Heureusement, vous imaginez. Oui. En fait, je crois que le discernement de la personne qui est passée par une psychanalyse permet d'évaluer si le modèle parental peut être retenu dans sa totalité ou partiellement. Donc, on fait le tri. Mais globalement, il y a des parents... on n'a pas à être leur avocat, si vous voulez. Donc, on n'a pas à se dire « Non, mais c'est pas si grave ». Mais non, parce que le manque de conscience, pour moi, c'est le pire des fléaux. Et Dieu sait qu'on entend des enfants qui ont souvent été maltraités et qui aiment tellement leurs parents. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse l'identification à l'agresseur. Je ne sais pas si vous voyez le truc. L'identification à l'agresseur, c'est-à-dire qu'en fait, on va comprendre l'agresseur, lui donner de bonnes raisons et finalement continuer à être abusé. Alors, ce n'est pas forcément sexuellement, ça peut être dans tous les cas de figure. Mais le chapitre « La domination au cœur de nos vies », ça parle de ça. C'est-à-dire que accorder blanc-seing à quelqu'un qui se comporte mal, au nom du fait que, par dépendance affective peut-être, on ne pourrait pas s'accrocher à une autre branche, enfin, on ne pourrait pas la concevoir, c'est quand même terriblement dommageable pour le bonheur. Éduquons nos parents à être nos proches. Oui. Ça, c'est intéressant aussi. C'est pas très facile à comprendre. Non, alors vous dites, je suis absolument convaincu qu'à partir du moment où un enfant vit sa vie d'adulte, c'est-à-dire hors du regard parental, un parent n'est plus un parent. En fait, il n'est plus un éducateur. Il n'a plus à éduquer son parent.
Et en fait, par exemple, quand on entend une mère dire à son fils qui est quadragénaire, qui a déjà 3 enfants, dire « Mets ton écharpe !» Qu'est-ce que t'as pas compris? C'est vrai. C'est ça. Nos parents, à un moment, doivent être nos proches. Enfin, on peut l'espérer. C'est quand même important, cette notion de famille. Je ne la renie pas du tout. Dans un cercle de proximité, mais plus d'intimité. C'est ça qui est différent. Donc, nos proches, oui, nos éducateurs, mais au nom de quoi? Puisqu'en plus, plus on grandit, plus on se rend compte que ce ne sont pas tellement des bons modèles. Parce que le coup de l'écharpe, c'est mignon. Mais non, c'est insultant. Non, mais quand on entend une maman dire à son fils de 40 ans, n'oublie pas, mets ton écharpe, tu sais, il fait froid dehors. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté, c'est le fifi, c'est sa maman, quoi. Certes, mais on a dépassé le stade oedipien et on peut considérer que ça suffit. Oui, je suis d'accord. Mais c'est surtout que cette image-là, voilà encore une anecdote dont je fais mes choux gras. Cette image-là, si vous la mettez dans un contexte familial où les enfants de ce quadragénaire entendent ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de leur figure d'attachement paternel? Que c'est encore un petit garçon? Donc, comment est-ce qu'on peut valoriser une posture, un positionnement? Mais est-ce que vous avez... C'est si grave que ça pour le conscient ou le subconscient de l'enfant qui voit son père avec sa grand-mère qui dit à son père « mets ton écharpe ». Vous pensez que ça... Mais parce que pour l'enfant... Ça peut avoir un impact? Mais l'impact, il est inconscient, mais on peut aussi imaginer que cet enfant se dit finalement, avec ma mère, je serai toujours un enfant. À quoi ça sert que je lui montre que je grandis? Alors, je rappelle aux gens qu'ils ont un permis de conduire, personne leur dit de se brosser les dents avant d'aller se coucher, et qu'ils font ça tout seuls, et qu'ils payent leurs impôts, qu'ils sont donc des adultes. C'est ça. Vous dites aussi, on peut remplacer nos parents. Alors ça, c'est un vrai concept psychanalytique. Vous voyez, je vulgarise beaucoup les choses pour les rendre accessibles, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'incorporation du bon objet d'amour. Et d'ailleurs, il y a un lexique à la fin quand même pour expliquer. On peut remplacer nos parents par des instances fantasmées. C'est-à-dire que quand on n'a pas eu des parents fondamentalement modélisables, ou que le tri qu'on a fait, il reste quelque chose de trop résiduel, pas assez consistant. Eh bien, en fait, il faut... L'autonomie qu'on acquiert, elle est liée à ce que l'on va incorporer en soi comme bon rail, d'une certaine manière. Donc, la bonne mère, c'est globalement celle qui prend soin et qui peut distinguer le bon du mauvais pour l'enfant. Et donc, se dire soi-même, je suis ma bonne mère intérieure. Qu'est-ce qui va me permettre d'aller bien? C'est de manger sain, c'est de faire attention à comment je m'habille pour pas attraper froid. Ce qu'une mère dirait, une bonne mère dirait, on va dire. On peut très bien imaginer ce qu'est une bonne mère. Et on peut très bien imaginer ce qu'est un bon père, qui va discerner le bien du mal, avec des valeurs, des vertus, des codes sociétaux, une autorité qui fait loi. Donc, on peut se dire, par exemple, si un étudiant qui sort le soir et qui dit j'ai pas de voiture, je vais me torcher, je vais être avec des gens qui le seront tout autant, qui va me ramener à la maison? Et là, peut-être se dire peut-être que là, je me mets en danger. Eh bien, c'est ça. C'est devenir son propre parent. C'est vraiment des notions, c'est très subtil, je trouve, et dans la réflexion, et même parfois, il faut lire, voire relire, voire re-relire des passages pour bien assimiler les choses et bien comprendre. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, la fin 2024, c'est difficile en 2024 d'être un parent? Franchement, je plains les parents d'aujourd'hui. C'est vrai? Mais oui, parce que l'usage des écrans, l'accessibilité du porno, l'accès à une violence mais immédiate, elle est partout. Elle donne quand même le sentiment aux enfants que s'ils ne jouent pas, s'ils sont pas dans un monde ludique permanent, ils risquent d'être confrontés, parce qu'ils le voient, à une réalité d'une brutalité terrible. Donc c'est très difficile d'enchanter le monde pour des parents aujourd'hui. Très difficile. Donc quelque part, il y a des bulles. Mais la bulle, c'est pas ça. La bulle, elle est peut-être trop réduite. Il faut aussi explorer le monde. Mais quel monde?
Donc, voyager, oui, mais dans quelles conditions? On peut plus voyager, prendre l'avion parce que ça coûte en bilan carbone. On peut pas aller dans certaines zones parce qu'elles sont dévastées par des guerres ethniques ou fratricides épouvantables. Enfin, ou alors on va dans des resorts, des grandes stations balnéaires où on voit rien du tout et on continue à jouer. Enfin, c'est très difficile aujourd'hui d'échapper à. Et pourtant, on n'a pas. Il y a eu la guerre avant nous et les enfants l'ont vécu, mais je trouve ça difficile aujourd'hui d'échapper à l'idée qu'il faille se préserver. Et tout le monde actuellement se préserve de quelque chose. Et c'est dommage parce que ça réduit l'esprit de conquête. Je trouve aussi que ce qui est très très compliqué, c'est qu'on est aussi dans une société qui interdit beaucoup de choses. Oui. Ce qui fait que, en tant que parent, on est parfois complètement déstabilisé. On doit le faire, on ne doit pas le faire. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'il aurait fallu? Est-ce qu'on aurait dû? Ça, c'est très vrai. C'est très vrai. C'est difficile d'arriver à quelque chose en plus de constant. Oui. Or, l'idée finalement qui prévale, c'est l'idée que nous puissions mettre en place 3 critères simples pour créer des relations de qualité dans un attachement dit sécure. Être bienveillant, avoir des réponses appropriées et être constant. Alors, être bienveillant, on peut imaginer que c'est jouable. On aime nos enfants de manière assez claire et on a eu un désir d'enfant, surtout maintenant qu'on peut choisir. Enfin, OK. Mais des réponses appropriées en fonction des situations, c'est pas évident du tout. Être pédagogue tout le temps, c'est pas facile. Et surtout de manière constante, waouh, c'est un enjeu considérable. Or, pour autant, bienveillance, réponse appropriée et constance, c'est les 3 critères nécessaires pour arriver à un attachement sécure. S'il n'est pas sécure, il est insécure. Et s'il est insécure, il est soit ambivalent, désorganisé, ce qui produit un terrain anxieux, soit évitant, ce qui produit finalement le sentiment aux gens qu'il vaut mieux faire sans. C'est-à-dire que dans la relation, l'autre serait vécu plus comme un danger que comme un recours. Donc c'est quand même dommage. J'ai quand même le sentiment qu'on est sur les deuxièmes options que vous venez d'évoquer. Hein. C'est souvent le cas. Ouais. Et la bulle dans les écrans, comme ça, les enfants qui se mettent dans les écrans, c'est une bulle qui est très restrictive. Et le problème de ça, c'est que moins on explore, moins on grandit, puisque pour grandir, il faut explorer. Est-ce que cette relation à la parentalité au travers des enfants que vous évoquez, et notamment dans vos ouvrages et votre analyse, est-ce que c'est la même chose, vous diriez la même chose pour les grands-parents? La relation grands-parents, petits-enfants? Alors, d'abord, il faut dire un truc. C'est que les parents qui sont en difficulté avec leurs parents, qui n'ont pas aimé être leurs enfants, en gros, la défaillance parentale, se diraient, par je ne sais quel miracle, qu'il faut quand même préserver la relation avec les grands-parents pour leurs enfants. C'est vrai, ça. Ah bah, j'ai entendu ça partout. Moi. Oui, mais moi aussi, je l'entends partout. C'est quand même un gros problème, parce que puisqu'ils ne sont pas modélisables, qu'est-ce qu'on va chercher comme s'ils devenaient autres? Ben non, ils sont défaillants. Mais j'entends souvent quelqu'un dire, je l'entends encore là, me dire mon père ne m'a jamais aimé autant qu'il aime ses petits-enfants. Oui, alors c'est ça aussi. C'est qu'il y a quelque chose où on place l'enfant dans une difficulté parce que son parent est très modérément affectueux avec son parent et il voit bien que lui, il a un autre traitement du même parent, enfin du grand-parent. Ce qui veut dire qu'en fait, lui, il bénéficierait d'un traitement de faveur qui peut être d'ailleurs très culpabilisant et il ne sait pas comment réagir en réalité. Est-ce qu'il doit accepter cette marque d'affection? Est-ce qu'il doit un peu s'en distancier parce que ce qu'a vécu son parent, il peut quand même aussi en être solidaire? C'est très difficile en réalité. Moi, je trouve que quand un parent n'a pas été un bon parent, il a bien envie, ce grand-parent, de trouver sa rédemption dans la grand-parentalité, mais enfin pas sur le dos de nos enfants, quoi. Tant pis. Mais il faut imaginer qu'on ne soit jamais obligé. Bien sûr, non mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut aussi parfois se dire, il n'a pas fait avec moi, mais il le fait avec ma fille. Donc, je suis heureux de voir que la relation que ma fille a avec son grand-père est belle, complice, intense,
Même si je n'ai pas eu droit à ça. C'est un peu le sourire du pendu, ça. parce qu'en fait, il y a une immense amertume. Bien sûr. Et l'enfant l'entend, l'enfant le sait. Vous pensez ça, que l'enfant le sent et le voit, ça? Tout, ça? il est témoin de tout, l'enfant. C'est pas parce qu'il ne dit pas qu'il n'est pas témoin, il voit tout. Il voit bien qu'il y a quand même quelque chose d'un peu en travers du gosier de son parent, parce qu'il n'a pas eu le même traitement. Mais moi, ça m'a fait tout drôle aussi de voir que mon père prenait par la main. Mais ça vient d'où? Ouais. Mais oui, mais bien sûr. Mais du coup, vous ne l'avez pas fait ressentir à vos filles, pour le coup? Ah ben, je leur ai expliqué. Ah, vous leur avez expliqué? Évidemment, je leur ai expliqué. Parce que sinon, ça n'aurait aucune cohérence. Par ailleurs, je leur explique des tas d'autres choses. Et là, je ne leur dis pas mon émoi. Mais votre émoi, pourquoi est-ce que vous voulez impacter vos filles? Et certains vont vous dire, mais laisse vivre la relation que tes filles ont avec Mais parce qu'il n'y a pas de relation. Il n'y en a pas plus. Il n'y en a pas eu plus. C'est-à-dire qu'on mystifie la chose. C'est-à-dire qu'un grand-parent qui n'a pas réussi à faire une relation avec son enfant, comment est-ce qu'il l'imaginerait vraiment autrement? Il ne s'est pas remis en question. Il a juste profité d'une nouvelle chance de rédemption, mais il n'initie pas plus. Si vous regardez attentivement, il n'est pas plus initiateur d'activité avec le petit enfant. Il fait juste semblant aux réunions de famille. Il n'est pas plus initiateur d'une relation de qualité. En fait, il ne change pas. Ce que je voudrais mettre à jour, c'est l'idée qu'en fait, on ait envie qu'il change. Mais en fait, on ne peut pas être dans le désir de quelqu'un qui ne l'a pas. Il ne change pas en réalité. Moi, j'ai entendu des grands-parents, qui ont été évidemment parents donc, des grands-parents dire « je t'aime » à leurs petits-enfants, oui. Mot qu'ils n'ont jamais dit à leurs enfants. C'est vrai. Donc là, on ne joue pas. Si, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'en effet, il y a il y a une modification de terrain? Si vous me prouvez qu'il y a une modification de terrain, c'est-à-dire que le grand-parent se produit véritablement différemment et fait amende honorable, moi je suis d'accord avec ça. Mais statistiquement, il faudra me le démontrer. Parce que c'est pas vrai. Le besoin de cosmétiser quelque chose est plus fort que tout pour l'instant. On a besoin de se dire, allez, on va faire table rase, on va recomposer la famille. Pour nos enfants, c'est important. Le transgénérationnel. Ben oui, mais ce désir-là, je l'entends bien, mais est-ce qu'il a une réalité? Est-ce qu'il est tangible? Et ça, c'est fantasme ou réalité? C'est passionnant. Ce que je veux dire, c'est que je ne fustige personne. Je demande simplement qu'on soit vigilant et qu'on arrive à un discernement de qualité. Mais qu'on ne se trompe pas, en fait. C'est pour ça que c'est analytique, la psychanalyse. C'est qu'on vérifie quelque chose réellement. Voilà. Ça fait réfléchir. Mais je suis dure, hein. Ça fait réfléchir, non, mais ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Et parfois, pardonnez-moi, Véronique, mais parfois, j'ai un relent comme ça de... Je sens que vous êtes une femme qui a souffert de ça. Mais évidemment, évidemment. Et donc, je me dis, le fait d'avoir souffert comme ça, elle ne peut pas être dans ce pardon-là ou dans ce allez, Mais j'ai énormément d'indulgence pour mes deux parents. Vous vous trompez, je n'ai pas de rancœur. Non, je dis pas que vous avez... mais... Pas du tout, parce que ce sont des enfants. Mon père était un enfant orphelin, pupille de la nation, dont le père a été envoyé à Drancy et à Auschwitz. Là aussi, hein. Ma mère a aussi eu son lot. Dire, ce sont des gens qui ont été d'abord des enfants en souffrance et qui n'ont pas su, en fait, modifier le cours de ça. Donc, bon, voilà. En tout cas, voilà, ça va être très intéressant parce que je sais que ça va être énormément commenté, parce que ça parle à tout le monde et je pense que tout le monde a des tranches de vie, peut s'identifier à ce que vous venez de décrire et la manière vraiment très pédagogue d'expliquer les choses. Bravo. Véronique Salmand, cet ouvrage est ici. Je me libère du passé et comprendre ses erreurs pour ne plus les répéter. Alors déjà, si à défaut de penser à nos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, on peut déjà s'occuper de soi pour ne pas être dans ces schémas répétitifs. Voilà, ça c'est une petite Bible qu'il faut conserver. Et puisqu'à l'heure où on enregistre, on est à quelques jours de Noël et même après, profitez-en, ça peut être une bonne idée de cadeau. D'ailleurs, j'imagine celui qui offre ça à ses parents. Souvent d'ailleurs, en fait, on l'achète pour le lire et pour l'offrir. Parce que tout le monde a en tête une personne qui dit « Oh, il retombe toujours dans les mêmes travers, oh, il fait toujours les mêmes trucs, si seulement je pouvais l'aider. » Mais ils ne savent pas comment aider. Ce qu'il faut se dire, pour conclure,
c'est qu'en fait, il serait illogique de reproduire ce dont on a souffert. Et c'est ça le but du concept que j'ai proposé. Ça s'appelle la trilogie inconsciente. C'est que quand on s'adapte à une situation, quand on est petit, on n'a pas d'autre choix que de s'adapter. On ne peut pas changer de famille. Et donc, cette adaptation-là, elle crée finalement une accommodation à ce qui se passe. Et on finit par ne pas en souffrir. Donc, c'est un bénéfice extraordinaire de s'adapter. Sauf que quand on s'adapte à une situation de souffrance, fatalement, on va la reproduire. Ou sur soi, principe masochiste, ou sur autrui, principe sadique, ou sur les deux. Alors là, c'est le pire des scénarios. Lisez aux éditions Dauphin, Je me libère du passé. Merci infiniment, Véronique. C'était un délicieux moment. Merci. Je sais qu'on va vous retrouver. Je pense qu'on aura des belles choses à proposer et votre expertise mérite en tout cas qu'on s'y attarde. Vous allez commenter, vous allez partager, commenter toujours avec bienveillance. Évidemment, on va suivre tout cela et on fera suivre à Véronique. Et on va mettre les liens également pour que vous puissiez entrer en contact aussi avec Véronique. En dessous de cette vidéo, vous avez tous les liens avec sites internet, références, etc. Visio, on peut faire, il n'y a pas de problème. Évidemment, en cabinet aussi. Absolument. Voilà. Même au Touquet, non? Oui, tout à fait. Vous êtes au Touquet. Au Touquet et puis à Paris. À Lille. À Lille. À Lille. À Lille. Très bien. Merci Véronique. Merci à vous. Prenez soin de vous et une pensée pour tous les parents du monde. Après cette émission. Et tous les enfants du monde. Les enfants du monde. Vous êtes en train de pardonner aux parents, là. Non. Voilà, on a tous des casseroles. Hein, c'est vrai. Franchement. C'est vrai. On a tous des casseroles et on ne sait pas nécessairement comment se dépatouiller avec toutes ces casseroles. Et c'est très, très complexe. Je vous assure, c'est passionnant de faire ces émissions et en même temps, c'est très complexe parce que j'entends tout et son contraire. Je veux bien croire. C'est vrai. Et quand certains vont vous parler des cercles du pardon. Oui. Il faut pardonner. Pour se libérer. Pour eux, c'est important. J'ai pas de doute là-dessus. Oui. Mais moi, je passe par une autre voie. Je vous ai pas demandé si vous aviez une dimension spirituelle. La spiritualité compte beaucoup dans votre vie? C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la spiritualité, c'est l'accomplissement. C'est une quête. C'est-à-dire qu'en fait, on a le pulsionnel de la toute-puissance de l'enfant, on a l'émotionnel, là, qui parfois nous chafouine, on a l'intellect qui nous permet de réfléchir, et la dimension supérieure, c'est la spiritualité. Donc, en fait, c'est l'élévation de soi. Et pour moi, cette élévation de soi, elle se situe au niveau de tout ce qu'on a généré positivement, essayer de transmettre, essayer d'avoir des valeurs, essayer de s'anoblir. C'est un peu le principe stoïcien, je me comporte bien, pour pouvoir à un moment me dire, j'ai généré beaucoup de choses, j'ai produit beaucoup de choses, je n'ai pas stagné, et donc je peux finir ma vie dans une forme d'intégrité morale. C'est de cet ordre-là pour moi. Merci Véronique. Merci à vous. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. À bientôt.